wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Quinqueliba en ce vendredi 9 février 2024 pour le dernier numéro de la semaine. Je serai en plateau avec Alioune Badara Khan, avec nos invités, avec Ibou pour sa chronique Cannes décalée. Mais nous allons démarrer comme tous les matins avec le bulletin météo. Ce sera avec nos partenaires de la NACIM. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. On va noter une hausse progressive de la chaleur, donc une forte sensation qui va être marquée sur l'ensemble du pays, avec une baisse de la fraîcheur matinale au courant de ce vendredi. Donc avec l'animation satellite, nous pourrons voir qu'un ciel parsemé de nuages est attendu sur les localités sud-est, mais aussi sur le quart nord-ouest du pays, avec un ciel plutôt dégagé sur le centre et des vents qui vont souffler essentiellement d'est à nord-est sur le pays. Les prévisions permettent de mettre en exergue des températures très élevées attendues non seulement dans le sud, le centre, mais aussi l'est du pays. Des températures d'au moins 40 degrés attendues dans ces localités. Et nous aurons même des pics de 42 degrés à Kolda et Kaffrine précisément. Dans le centre, des températures entre 40 et 41 degrés seront obtenues. Mais à Dakar, nous aurons une température de 32 degrés, certes basse comparée aux autres, mais témoignant toujours d'une chaleur qui va persister sur la capitale. Donc vers les régions nord, une hausse progressive également avec Podor qui aura 38 degrés, Linguère 39 et Matam 37 degrés. Le tout avec un ciel qui sera donc passagèrement nuageux, devenant dégagé vers le centre du pays. Chers téléspectateurs, donc la hausse progressive de la chaleur sera de mise sur l'ensemble du territoire avec des pics qui vont être entre 40 et 42 degrés par endroit sur le pays. Et également donc des passages de nuages qui seront notés par moment. Et au courant de la matinée, dites-vous bien que la fraîcheur va fortement diminuer, notamment à l'est du pays, donc où les températures nocturnes et matinales seront carrément élevées dans cette région. Voilà ce qui met fin à votre bulletin. Chers amis téléspectateurs, nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et nous remercions nos partenaires de la NACIM pour ce bulletin météo du vendredi 9 février. Alors nous allons poursuivre en salle de sport avec le coach Tandara que nous allons retrouver dès maintenant pour la capsule gymnastique de ce matin. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous allons terminer cette semaine avec le challenge. On est vendredi, le vendredi réservé au challenge. Alors, ce challenge avec la barre et toujours avec la gym personnalisée du coach Bou tout au long de cette semaine, mesdames et messieurs. Alors, vous allez suivre attentivement puisque avec la barre, il y aura du jumping, il y aura du crunch, le squat et d'autres exercices. Le coach Bou va y revenir tout à l'heure. Mais sachez que c'est le challenge du vendredi. Ça va très vite, mesdames et messieurs. Mais il va falloir en tout cas que vous regardiez, que vous preniez beaucoup de notes et puis répétez. La répétition, j'ai l'habitude de dire évidemment une chose qui est pédagogique. Alors, mais avant d'aller plus loin, coach Bou, la parole c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, encore on est là. En fin de semaine, on va présenter notre challenge qui va porter sur les mouvements combinés avec la barre SMART. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire des exercices, une combinaison d'exercices, des squats, des fentes, des épaules jetées et en même temps, on va travailler les abdos avec cette même barre-là. Donc comme il s'agit de challenge, on va forcer notre corps à pouvoir bien de travailler, à booster notre organisme, à chercher le maximum pour brûler beaucoup plus de calories et de pouvoir activer tout ce qui est groupe musculaire par rapport à notre organisme. C'est ça qu'on va présenter pour aujourd'hui. On va passer très rapidement à la démonstration d'aujourd'hui. Le challenge du vendredi avec notre barre SMART. Donc vous avez vu, multiples facettes. Essayez cela si vous avez l'occasion, bien sûr, et ça vous fera du bien. Donc on se dit très bon VSD à vous qui nous suivez et merci à tout le monde. Voilà, c'est terminé, mesdames et messieurs, et donc je vais vous souhaiter un très bon VSD en attendant, bien sûr,
Mesdames et messieurs, reposez-vous bien et bonne reprise de travail pour lundi, Inch'Allah. À lundi, coach, Inch'Allah. Merci au coach Tandara et au coach Bou pour la capsule gym de ce matin qui nous met dans le bain pour ce vendredi. L'équipe m'a rejoint en plateau. Bonjour Alioune Badara. Bonjour la grande dame. Ça va bien? Mais ça va. Très bien ce vendredi. Ça va, alhamdoulilah. On est de très bonne humeur. Ah ben c'est bien. Puisqu'on se dit que, bon, comme j'ai l'habitude de le dire, derrière, on a droit à un jour et demi de repos. Bien mérité. Voilà. Hein? Donc là, c'est le bon moment de la semaine. Voilà, c'est ça. Ibou, ça va bien ce matin? Ça va super bien, comme d'habitude. Ah ben ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau. De profiter de la vie, profitons, malgré toutes les difficultés de la vie, ça ne changera jamais. Mais nous sommes là pour des aspects positifs. Savourons chaque instant de la vie. La famille, les amis, les gens avec qui on est fâché, un coup de fil, un SMS fera toujours du bien. Allons vers la communion, vers la providence, vers le bonheur. Merci pour ce message du vendredi. On espère qu'il est bien passé. Bonjour à nos invités de ce matin. Et je vais laisser le soin à Alioune Badara de nous les présenter. Alors, nous avons le plaisir d'avoir deux invités, porteurs de messages positifs, l'unité nationale, la paix. Pour le premier, alors je m'en vais le présenter. C'est un plaisir de le recevoir encore ici sur le plateau de Kenkeliba après 2 ans d'intervalle. Mine de rien, ça remonte à 2 ans, son dernier passage donc sur le plateau, mais toujours pour prôner la bonne parole, pour revenir avec nous sur donc, la symbolique de l'appel de Seydina Limamou Laye. On se dirige donc vers la 144e édition et il est membre donc du pôle communication et en sa qualité donc d'expert en communication. Pape Maguette Diop, disciple Layène, reviendra avec nous sur la portée de cet appel bien sûr, mais il va beaucoup s'appesantir sur donc, le thème de cette année, un thème d'actualité, d'une brûlante actualité d'ailleurs, où il est question de l'unité nationale, socle de la stabilité sociale et politique. On reviendra donc sur la pertinence de ce choix et puis comment donc la communauté laïenne va s'engage donc à ce que l'unité nationale soit vraiment préservée dans notre pays. Mais ceux-là, ils y sont depuis quand même, voilà, plus d'un siècle, je vais dire, avec le blanc, donc ce symbole-là de pureté, de paix qu'ils portent tout au long donc, de leur existence terrestre. Voilà donc véritablement une belle leçon à offrir aux autres communautés religieuses, à tout le Sénégal, pour que tout le monde puisse savoir que ce qui nous lie est véritablement beaucoup plus fort que ce qui nous désunit. Et donc ce lien-là, c'est le Sénégal que l'on se doit donc de préserver. Et à sa suite, un jeune auteur qui vient à peine de souffler sa 19e bougie, on va le dire. Alors, Abdoulaye Ba, qui vient nous présenter le couloir de la réussite. Le couloir de la réussite, c'est véritablement une invite aux jeunes pour qu'ils puissent asseoir leur leadership. Parce qu'à l'origine, pourquoi il a senti le besoin de nous proposer ce livre-là, il était d'une timidité, on va dire, un peu maladive. Et il a réussi à faire de cette timidité une force aujourd'hui, au point même d'être le coordonnateur de l'ensemble donc, des délégués. Voilà, donc... qui sont dans le domaine scolaire ici à Dakar. Il en est leur coordonnateur. Et donc, il reviendra avec nous sur son parcours, sur comment il a su vaincre donc, cette timidité, comment il a fait pour bâtir, asseoir son leadership. Et puis également sur l'éducation. Parce que l'éducation, ça ne s'arrête pas qu'à l'école. Ici au Sénégal, il y a cet amalgame-là. On pense que l'éducation, véritablement, c'est seulement qu'à l'école où on la reçoit. Du tout. Il y a également d'autres valeurs sur lesquelles on doit s'appuyer pour pouvoir réussir sa vie. Et pour cela, il faut être d'une oreille attentive. C'est ce qu'il a su faire. Je me souviens un peu de l'entretien que vous avez eu avec donc, ce vieux qui vous a beaucoup bénéficié. Et donc, on reviendra sur tout cela, Inch'Allah, dans la deuxième partie qui lui sera consacrée. Donc, voilà les thèmes qui seront abordés lors de cette partie invitée avec nos deux invités. Je vais répéter, présents sur ce plateau. Très bien, merci à vous d'être avec nous. Vous allez bien ce matin? Oui, c'est un plaisir d'être à la RTS, notre maison. Comme l'a rappelé Alioune, je retrouve mon jeune frère Ibou. On rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la possibilité de respirer et d'être là. On lui rendra grâce toujours de sa volonté sur tout. Parce que sans lui, rien n'est possible. Et avec lui, tout devient possible et facile.
Merci d'être avec nous. Blake, comment vous allez ce matin? Bon, ça va très bien. Ça va bien? Très content d'être ici. Vous êtes prêt à nous présenter votre ouvrage alors ce matin? On va essayer quand même, Inch'Allah. C'est bien, bon, on aura l'occasion. D'un expert en communication, ce sera un peu plus facile. Exactement, c'est parfait, exactement. C'est parfait que vous soyez là pour partager ce plateau. Avant de passer justement peut-être à la suite, on va retourner du côté du sport. On va parler de sport de boule. La Fédération nationale de la discipline a lancé à Saint-Louis la 2e journée internationale de la saison avec des boulistes venus de France et de la Mauritanie. La cérémonie a été présidée à la Maison de Lille par le directeur de l'OFOR du Sénégal. Reportage Jacob Dir, Tandaranjay. Cette journée était partie pour être l'une des plus somptueuses de la saison 2023-2024. Les Saint-Louisiens de Balakos Pétanque Club avaient la charge de l'organisation sous la présidence du DG, le directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal, l'OLAC. Lui-même a effectué le jet du bouchon. Oui, je suis venu ici à la Maison de Lille. C'est pour prendre part à cette compétition, un tournoi international des sports boules. Et je remercie surtout la fédération. Il y a les clubs qui sont venus très nombreux pour participer à cette rencontre. Et il faut dire qu'il y a aussi les boulistes qui sont venus de la Mauritanie un peu partout. En tout cas, je suis très satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui ici à la Maison de Lille à Saint-Louis. Du Sénégal. Finale qui était partie pour être la plus belle. Georges Pinot, Paul Cassil, mais aussi Mahoba, c'est la triplette de la boule amicale thiessoise et qui était face à Falousek, Siré Lamine Khan et Babacar Dondé, les deux de Sali Pétanque Club. Une compétition qui a vu une remise des trophées avec surtout des trophées symboliques et autres récompenses aux finalistes. Et la prochaine journée est prévue le dimanche 18 février 2024 au boulodrome des HLM Sofraco à Thiès. Le rendez-vous est noté pour les amateurs de sport de boule, comme on a pu le voir dans ce reportage. Et effectivement, on a toujours l'occasion avec le coach Tandara d'aller de naviguer d'un sport à l'autre. La pétanque, ça vous parle ou bien? Bien sûr. Ouais. Un peu? Ah oui, beaucoup. Ibou, toi, tu pratiques carrément? Beaucoup. Fan, Gueule Tapée, Rebus, Niaï Choker, Baobab. On a toujours été les champions. Ah oui, quand même. Hein. Donc du coup, ça te fait plaisir de voir un peu la pétanque mise à l'honneur dans le reportage. Très ravi. Et j'ai un cousin qui me parle de pétanque du matin au soir. Leur papa était Ndeysan, il est décédé, que Dieu l'amène dans son paradis. Il habitait à Fan, le vieux Omar Traoré, que tout le monde connaît, le premier champion du Sénégal africain. Et donc, son fils qui s'appelle Alassane Traoré, Alou Boy Bambara, lui, il ne pense qu'il n'y a que la pétanque qui existe. Il est convaincu que la pétanque est plus agréable que le football. Ah oui, non, mais chacun a ses préférences. Oui, des trucs hallucinants. Chacun a ses préférences. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est le football qui est au-dessus, mais c'est vrai que il y en a qui ont aussi une préférence pour le basket, pour d'autres. C'est un sport vraiment de détente et surtout de convivialité. Tout ce qui tourne autour, il y a un côté fraternel, il y a un côté famille. Ils se retrouvent entre eux, mais il faut les voir, de gros passionnés. Et je pense que dans les écoles élémentaires, on devrait commencer ces petits jeux pour que ça, il y a l'agilité d'abord, il y a aussi le travail d'équipe très tôt, et puis surtout la règle. Parce que quand on fait un cercle, tu ne peux pas tirer la boule en ayant le pied à l'extérieur. Tant que la boule n'est pas arrivée, tu ne peux pas sortir. Sinon, du coup, c'est un faux. Donc, du coup, les enfants, ces petites règles-là, la vie en communauté, surtout à bas âge, de travailler avec un binôme, parce qu'on n'est pas dans l'absolu, on est dans la concession tout de suite. Je pense que c'est des petits sports comme ça qui permettent à nos enfants de développer la vie en communauté. Les écoles élémentaires devraient s'y mettre parce que c'est là-bas où tout part. C'est la phase d'amorçage. Oui, je pense que tu soulèves un argument qui est assez intéressant parce que c'est vrai que pour des questions de motricité et puis même de travailler un peu tous les sens en même temps, ça peut être pas mal pour les enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça travaille leur concentration. Quoi. Aussi, je pense que ça les aide plutôt à mieux se concentrer dans la vie de tous les jours. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est peut-être une heureuse coïncidence. Moi, par exemple, pour cette année-ci, pour les fêtes de fin d'année, j'ai offert un jeu de pétanque à mon fils. Ah ben voilà. Parce que je voulais sortir un peu de l'ordinaire. Bon, l'année passée, c'était un jeu de Scrabble. Cette année-ci, donc, un jeu de pétanque.
Et souvent, bon, je me fais violence pour jouer un peu avec lui. Et je sais que déjà, il commence à prendre goût. Parce que déjà, c'est une nouveauté, mais il n'y a que de bonnes vertus. Donc, dans le jeu, dans la pratique de la pétanque, parce que voilà, c'est l'adresse, c'est la concentration surtout, c'est fondamental, c'est important dans une société où tout va vite, où on est de plus en plus impatient. Donc ça demande de la concentration, mais également savoir jouer en équipe aussi, parce qu'on peut jouer en équipe. Donc la pétanque, donc je pense que c'est une bonne discipline qu'il faudrait véritablement donc valoriser, quoi. Mais Voilà. c'est vrai que je pense que tu fais bien de parler de concentration aussi, parce que c'est vrai que ça peut être un rempart au grand problème d'aujourd'hui qui sont les écrans. C'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes et d'enfants, et même d'adultes, hein, bien sûr, qui ont des problèmes de concentration à cause de la surconsommation des écrans. Donc bon, la pétanque, on peut suggérer aussi à tous ceux qui nous regardent, pourquoi pas d'essayer un peu. Le week-end, c'est le sport du Et c'est dimanche. agréable. C'est agréable aussi, ouais. C'est vraiment agréable. Pour passer des moments en famille, comme tu l'as dit, hein, toi puis, avec ton fils aussi, donc voilà. ça donne des idées. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Ben, moi, je suis ému. L'émotion, c'est très simple, peut-être Ibou sait. Cette nuit, j'ai rêvé d'un ami qui est décédé et qui, sa passion, au-delà du foot, c'était la pétanque, l'angdori. Ah, oui, oui. C'est bizarre. Je rêve de lui. J'arrive ici, on parle de pétanque. C'est comme si lui m'avait informé qu'on allait parler d'un sport que lui, il adorait. C'est ça. Et le sport, dans sa globalité, est quelque chose qu'il faut, dès le bas âge, instruire à tous nos enfants. Parce qu'en termes de développement personnel, en termes de préparation par rapport à l'avenir, que le jeu soit collectif, que le jeu soit individuel, c'est de la préparation pour les élever. Parce qu'on parle d'élèves, mais il s'agit de les élever, de les prendre à un point du bas pour les élever. Et Alun vient de dire une chose excessivement importante. Il faut savoir choisir les jouets. C'est important. Qu'on offre à ces enfants pour les préparer. L'échec de beaucoup d'enfants part de ce que leurs parents n'ont pas réellement compris comment les éduquer. Il l'a dit, ce n'est pas l'école uniquement. Ça commence d'abord par la famille. Et les problèmes qu'on vit aujourd'hui viennent de là-bas. Qu'est-ce que le père fait en tant que berger? Qu'est-ce que la mère fait en tant que bergère? Le sport est quelque chose de fondamental dès le bas âge, maternel, même à la crèche. Vous avez raison, mais je pense que le coach Tandara aurait été ravi de participer à cette conversation. Et vous avez parlé aussi de développement personnel, ça doit vous parler un peu, Abdoulaye. Est-ce que vous pensez aussi que le sport peut justement contribuer au développement personnel? J'imagine que oui. Oui, bien évidemment, c'est d'ailleurs l'une de mes routines quotidiennes. Hein. Ouais, le sport, c'est un élément indispensable pour toute personne, parce que ça nous permet en fait de garder la forme, d'être toujours en activité. Et ça réduit également la fatigue. C'est quand on ne fait pas du sport qu'on a tendance à trop vite être fatigué. Mais quand on le fait de façon récurrente du moins, ça réduit la fatigue et ça aide beaucoup pour la santé. Effectivement, c'est vrai, le sport a de nombreuses vertus, on l'a dit, hein, la concentration, la santé évidemment. Et quand on arrive à l'appliquer dans une certaine routine, on vit beaucoup plus longtemps. Hein. Vous voyez le coach, comment il a la forme? On espère que nous aussi, on aura aussi cette longévité. De la jouvence, quoi. Ah oui, c'est vraiment le secret de la jouvence. Voilà. Donc on repasse encore une fois le bonjour et on souhaite un bon week-end évidemment à toute l'équipe qu'on retrouve chaque jour en salle de gym. Et on va justement poursuivre avec un sujet aussi qui touche au sport, c'est-à-dire il y a eu une actualité lors du dernier match de la République démocratique du Congo contre la Côte d'Ivoire, à savoir l'actualité en fait géopolitique, donc l'actualité du pays qui a été mise en lumière au moment de ce match. Donc je pense que vous avez dû voir, hein, ce sont les joueurs congolais qui ont décidé de prendre cette posture pour dénoncer en fait les massacres qui sévissent à l'est du pays depuis plusieurs décennies maintenant. Et voilà, il y a eu en fait quelques jours avant le match
encore un massacre dans la zone de Goma. Et ce qui est compliqué en fait avec ce conflit-là, c'est vraiment de pouvoir le mettre en lumière. C'est-à-dire que beaucoup de Congolais dénoncent qu'on essaye de fermer les yeux sur ce conflit-là qui se déroule à l'est du pays depuis tout ce temps. C'est pourquoi les joueurs ont décidé de démarrer le match sur ce geste pour pouvoir faire passer le message. Je pense que vous avez dû peut-être aussi suivre cette actualité à Badara. Oui, on a tous suivi. Dans un premier temps, certains ont été un peu interloqués, peut-être n'ont pas compris la portée du geste donc, des joueurs congolais, le message. Mais pour ceux-là qui s'intéressent de près à l'actualité de ce grand pays d'Afrique, la RDC, mais surtout pour ce qui se passe dans l'est de son territoire, on se sont dit qu'enfin on en parle, en Mondiovision. Tout le monde maintenant, personne n'aura l'excuse de je ne suis pas au courant, je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans l'est du Congo, parce que actuellement ici passe un vrai génocide. Voilà, il ne faut pas avoir peur des termes, c'est un vrai génocide, et ce depuis bientôt depuis près d'une trentaine d'années. Depuis 1994 pratiquement, l'est du Congo est troublé. Voilà, il y a tellement de mouvements rebelles, mais tout cela en fait est dicté par l'accaparement. Voilà, il y a une course effrénée de ces mouvements-là, comme souvent qui sont également sponsorisés par des puissances ou bien, je sais pas, même par des lobbies pour faire main basse sur ces nombreuses richesses qui se trouvent donc dans ce pays-là, que certains taxent de scandale géologique. Tellement la RDC est riche, mais tellement également sa population est dans la pauvreté. C'est incroyable. C'est vraiment le pays des contrastes parce qu'il n'y a pas de stabilité et ces mouvements-là n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une stabilité. Parce que quand il y a stabilité, vous ne pouvez pas piller comme impunément, faire comme vous voulez, comme bon vous semble. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ils font tout pour que l'anarchie puisse continuer à régner dans l'est du territoire de la RDC. Je pense qu'il faudrait maintenant que toute la communauté internationale, véritablement animée de sincérité, toute la communauté internationale animée de sincérité puisse faire de ce dossier-là une priorité. Que ça ne soit pas un conflit gelé, comme d'ailleurs beaucoup de conflits actuellement sur Terre, mais celui-là fait beaucoup plus de victimes que le conflit, par exemple, ukrainien. En Ukraine, nous sommes très loin du chiffre, en tout cas en termes de drames, de décès, comparé à ce qui se passe dans l'est de la RDC. Et pourtant, toutes les caméras sont braquées sur l'Ukraine, sur ce conflit-là, parce que peut-être ils ont l'avantage d'avoir la bonne peau, quelque part, inconsciemment. Peut-être on pense un peu à cela. Je crois que c'est ça la triste réalité, il faut le dire. Ici, on parle de près de plus de 5 millions. 5 millions de victimes. Et ça peut même, ça peut même aller jusqu'à 10 millions de morts. S'il y avait un recensement, tous les déplacés, mais le traumatisme surtout, le traumatisme de ces enfants-là, c'est plusieurs générations de perdus actuellement dans l'est de la RDC. De 1994 à 2024, ça fait 30 ans. 30 ans de conflits, 30 ans de drames, 30 ans de tragédies. Donc c'est des populations traumatisées. Le traumatisme est profond et il est difficile de se relever d'un traumatisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une nécessité et c'est à l'Union africaine aussi. C'est à l'Union africaine, véritablement l'instance continentale, de s'armer de courage et pour faire une médiation véritable, efficace, pour que la paix puisse régner. Parce que sans une intervention d'une instance continentale ou bien supranationale comme l'Union africaine ou bien les Nations unies, le pillage, les meurtres, les viols continueront dans l'est de la RDC. Parce qu'il faut que les pays qui sont frontaliers donc de ce grand État qu'est la RDC, ces pays frontaliers également puissent jouer le jeu. Ça aussi, on le sait. Parce que beaucoup de ces mouvements, en tout cas rebelles, trouvent soutien dans certaines capitales également régionales. Ça aussi, c'est quelque chose qui est connu, quoi. C'est même un secret de polichinelle. Donc, il faudrait que tout ce beau monde-là puisse s'asseoir et qu'ils puissent tous user du langage de la vérité au profit de ces populations-là, pour que la paix puisse être définitivement de retour dans l'est de la RDC. Et puis ce qui est dramatique dans tout cela, les Congolais ont été quelque part victimes de leur hospitalité. Parce que c'est à la suite de toutes les guerres qui ont vu le jour dans cette partie de l'Afrique, dans la corne de l'Afrique, n'est-ce pas, qu'ils ont accueilli bien sûr ces populations-là. Et depuis lors, c'est vraiment la boîte de Pandore pour cette population-là.
Et c'est vraiment dramatique, quoi. Effectivement. Et d'ailleurs, Voilà. c'est vrai que depuis, la situation ne cesse de C'est ça. s'aggraver. Ouais. Et comme tu l'as dit, je pense que tu as bien fait de le rappeler également. Non seulement il y a tous ces morts, il y a aussi les viols. Le viol, en fait, c'est l'arme de guerre numéro 1 dans, Ouais, c'est ça. dans ce conflit-là. C'est Et on ça. parle de 10 millions de morts, mais on parle aussi de 6 millions de viols. Donc, on a de nombreuses organisations qui essayent aussi justement de faire de cet axe-là leur priorité. Voilà, le viol comme crime de guerre. On a d'ailleurs le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui lui, justement, en a fait aussi son combat principal. Et évidemment, du coup, au service des femmes, mais pas que, parce que dans ce type de conflit aussi, quand on utilise le viol comme arme de guerre, ce n'est pas seulement envers les femmes, ce ne sont pas les seules victimes, majoritairement, malheureusement, mais également les hommes. Et ce geste-là des joueurs, justement, tu parlais aussi de l'Union africaine, on a remarqué également que dans les gradins, qui étaient complètement rempli, puisque c'était le match contre la Côte d'Ivoire aussi. Donc il y avait beaucoup d'Ivoiriens également, mais voilà, les supporters étaient tous là, le stade était rempli. Et du côté justement des supporters congolais, il y avait également des affiches qui essayaient également de dénoncer voilà, les massacres les plus récents de Goma, mais aussi le conflit de manière générale, mais qui n'ont pas été, en fait, qui ont été presque censurés finalement par la Confédération africaine de football, qui a décidé d'interdire de porter les brassards, d'interdire de montrer ces affiches. Quel est peut-être ton regard là-dessus, Ibou, sur comment est-ce que la Confédération africaine de football, puis l'Union africaine aussi un peu plus tard, pourrait justement essayer aussi de mettre en lumière ce conflit-là? Beaucoup de tristesse quand on se rend compte que des massacres se font depuis plusieurs années. J'indexe très rapidement les Nations Unies et l'Union africaine parce que la facilitation nécessaire pour apaiser d'abord et faire la phase d'amorçage de solution, ça ne se passera pas sur 15 ans. Parce que ce drame qui dure depuis plusieurs années, quand on nous parle depuis 97, 98, etc., jusqu'à ce jour, là, on est sûr et absolument sûr, il faut une cinquantaine d'années encore pour pouvoir apaiser. Parce que, surtout, l'arme la plus violente, c'est la faim et le viol. C'est la seule chose qui est utilisée dans cette zone. Le massacre des humains, par défaut, la guerre, on peut même dire que la partie légitime, c'est d'avoir une arme et des munitions et de supprimer une vie. C'est ça la guerre. Mais maintenant, les autres attributs qui viennent, d'utiliser le viol, mais surtout le viol des enfants, parce qu'on oublie que violer une adulte, il y a d'abord une maturité chez l'adulte. On peut trouver des mécanismes, éventuellement, même si c'est fort difficile. Mais surtout chez les enfants, le trauma est définitif. Parce que lui-même, il va toujours être dans une suite de legs, d'un héritage à perpétuer. C'est-à-dire que ce n'est plus l'être humain qui est là, on dénature sa nature humaine, et lui-même va être un être hybride entre le bien et le mal n'existe plus chez lui. Il n'y a que le mal dans l'absolu. Maintenant, c'est à quel niveau il va le faire, à quel niveau il ne va pas le faire. Mais tout ce qu'il fera, ce sera dans l'absolu, dans le mal. Et nous ne sommes pas assez outillés. Nos États sont extrêmement friables parce que nous n'avons pas encore 400 ans d'existence en tant que République. Nous avons des civilisations millénaires. Mais dans l'organisation étatique, nous sommes extrêmement jeunes et démunis. C'est la preuve qu'une fois l'Union africaine, sa responsabilité est engagée. Pourquoi elle est engagée? Elle ne doit pas être juste dans l'aspect politique, faire des conférences, recevoir des sommets, parler, des gants en costume cravate, super bien. Il faudrait qu'on puisse les trouver au niveau du terrain. Et ce qu'a fait les joueurs congolais, ils savent qu'ils violent une règle du règlement. C'est interdit de faire toute manifestation politique. Et là, la CAF a loupé l'occasion, au moins, de se montrer à la dimension sociale et humaine. Parce que cette CAN-là, j'en suis convaincu, en tout cas dans mon ressenti personnel et de ce que je parviens dans les échanges, c'est la meilleure CAN que la CAF a pu organiser jusqu'à ce moment. Et dans un pays de guerre, parce que la Côte d'Ivoire est tout récemment sortie de guerre, ce peuple résilient, c'était l'occasion à la CAF d'accompagner, de dire qu'on ne censure pas exceptionnellement. Et puis, en plus, je le dis, je le répète encore, un État actuel, au-delà du territoire, au-delà de son président de la République, son gouvernement, ses institutions, obligatoirement maintenant, c'est d'avoir une équipe de football. Donc, l'équipe de football devient forcément politique. La CAF a totalement dénaturé pourquoi nous sommes ensemble. C'était l'occasion d'être une tribune, l'occasion de dire que je ne suis pas là pour moi-même, mais pour nous tous. Parce que mais nos amis congolais, on a des Congolais au Sénégal. Vous vous rendez compte le drame qu'il y a? Peut-être que c'est l'occasion que la société civile fasse une action
une action publique avec les Congolais présents ici. Ça peut être une visite à l'ambassade du Congo. Ça peut être une visite avec les étudiants congolais. Les écoles où ces Congolais viennent étudier également doivent faire un acte fort. Comment l'acte fort peut se faire? C'est que souvent, ils sont catholiques, que l'Église soit de dire, ben, écoutez, chacun viendrait avec un brassard noir et que dans les écoles, on se dit que toute la semaine, on va porter du noir, que ça soit symbolique. Parce que quand même, si on n'est pas capable de supporter leur souffrance, si on n'a pas cette capacité dans cette empathie, mais demain, qu'est-ce qui nous dit, nous, à quelques kilomètres de ce qui se passe au Mali? On n'oublie pas qu'il y a le Burkina à côté, ce qui se passe au Niger, mais nous pouvons être exposés à chaque instant. Qui sont les agents dormants parmi nous? À quel niveau ils sont? Ce qui se passe au Congo peut se passer ici demain. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est violent en fait. C'est très violent d'enlever une vie, mais surtout les enfants, on utilise le viol et la faim. C'est ignoble, c'est abject, c'est inhumain. Et je pense que tu fais bien de rappeler également aussi que il y a une certaine unité africaine dans ce combat-là. Et ça a été l'occasion, en fait, avec cette mise en lumière par les joueurs, pour les autres nationalités aussi, de se mobiliser aux côtés des Congolais. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure des supporters ivoiriens qui étaient évidemment en majorité dans ce stade et qui faisaient des suggestions sur les réseaux sociaux avant le début du match en disant peut-être qu'on va essayer de tous applaudir ensemble à la 12e minute pour symboliser 12 millions de personnes qui ont été touchées par ce conflit, de porter aussi peut-être un ruban bleu autour du bras, etc. Donc c'est vraiment, on l'a vu aussi par la suite, après cette action-là des joueurs, les réactions un petit peu partout, comme tu le disais ici au Sénégal, une solidarité envers les étudiants congolais qui sont ici, vouloir montrer voilà, qu'on est tous ensemble derrière la résolution, en tout cas de ce conflit, et essayer de porter un peu le message. Professeur, vous avez peut-être suivi un peu cette actualité. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de la symbolique aussi du geste des joueurs qui mettent une main devant la bouche et comme un pistolet sur la tempe pour dire silence, on nous tue? Mais la réalité, c'est que l'image est utilisée pour communiquer. Et chaque fois que vous verrez une image, l'image renverrait à un message très clair. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. C'est parce que nous sommes dans un monde où les démons de la division sont vraiment ancrés. Et qu'actuellement, ils l'ont rappelé, que nous servent ces organisations telles que l'Union européenne, telles que l'Union africaine, telles que. Il y en a tellement. Mais quelles sont les solutions durables qu'on apporte face à des problèmes de ce genre? On a vu ce qui se passe au Congo, mais en silence. Dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, qu'est-ce qui est en train de se passer? On parle de femmes violées. Oui, au Congo, ça existe. Mais aujourd'hui, partout, en silence, c'est un phénomène extraordinaire. Je pense qu'à travers cela, il nous faut repenser les autres modes de communication et dénoncer tout ce qui peut l'être pour retrouver cette paix qu'on n'aurait dû jamais perdre et qu'on ne doit jamais perdre. Parce que si on perd la paix, on perd tout, on ne construit absolument rien. Et on ne doit pas, dans des manifestations de la sorte, interdire tout. Il faut des dérogations. Parce que c'est l'actualité et un message qui doit être clair, qui doit être partagé. La CAF peut déroger à une partie de ces règles, au moins pour contribuer. Parce que le football réunit, mais réunit qui si on les tue? Exactement. Vous avez raison de le rappeler. C'est inspiré de l'UEFA, qui lors aux premières heures du conflit ukrainien, permettait aux équipes qu'ils voulaient de manifester leur soutien aux Ukrainiens. Oui. Et puis dans un certain nombre de causes, on les voit aussi. Dès qu'il y a une cause, on va dire on va porter un brassard de telle couleur pour dénoncer tel conflit. Et ce n'est pas interdit, ce n'est pas censuré. Donc effectivement, ce qui est un peu partagé par tout le monde sur le plateau, c'est que c'est malheureux que la CAF n'ait pas saisi l'opportunité justement de soutenir ce message-là. Mais en tout cas, on peut confirmer que le message est bien passé, que les joueurs congolais ont réussi un petit peu leur mission. Et c'est tout ce qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle. Donc voilà, on va bien sûr
Tout le monde suit avec beaucoup d'attention cette actualité. Alors, il est 7h07. On va passer à la chronique Cannes décalée, donc avec Ibou. Et ce matin, tu vas nous parler de l'achat des ordures. Oui. Parce qu'en réalité, quand on organise la CAF qui organise la Cannes en Côte d'Ivoire, il y a un aspect en cherchant, en documentant, de voir les rapports de chaque activité. Et le préfet, en tout cas le ministère en charge, également le ministère de la Santé, de l'Hygiène et de la couverture maladie universelle, travaille directement avec la COCA, qui est l'organisme qui s'occupe de l'organisation de cette Cannes en Côte d'Ivoire. Ils ont mis plus de presque 300 millions de francs CFA pour pouvoir récupérer les ordures, la partie sanitaire, tout ce qui concerne les fan zones. Et les Algériens sont encore dans le cœur des Ivoiriens, malgré qu'ils soient partis. Parce que lors de leur match, à la fin, les supporters ramassaient l'ensemble des ordures dans les tribunes. C'est une preuve de civisme, on peut dire. Mais en fait, c'est juste une preuve d'humanité. L'humain a multiples ressources et plusieurs occasions de démontrer cela. Quand la Cannes elle-même est très sensibilisée sur si nous voulons organiser la meilleure Cannes, il faut qu'on n'ait pas d'ordures. Mais maintenant, au Sénégal, on n'organise pas encore la Cannes, ça va venir bientôt. Les ordures sont encore là avec nous. Que fait-on pour pouvoir réduire? Parce qu'on ne pourra jamais l'éradiquer, parce que les ordures vont nous suivre. Quelle est l'origine des ordures? C'est un bien qu'on est parti acquérir parce qu'on souhaite son usage. Après usage, on se dit, ben là, on se débarrasse. Il y a certaines ordures, qu'on les veuille ou pas, on se débarrasse, comme les restes de nourriture, etc. Et je me suis dit à imaginer même pourquoi on parle toujours de sensibiliser les individus, la société donc, sur pourquoi organiser les ordures. Mais en réalité, l'homme lui tout seul, dans sa nature elle-même, mais organise d'abord comment se débarrasser des ordures. Par l'enfouissement, au niveau même de brûler. Ça se fait. Savez-vous que quand Napoléon était parti en Allemagne, et pourquoi les Allemands adorent encore Napoléon? Parce que la numérotation des maisons, père et impair, l'origine, ce sont les ordures. Napoléon s'est levé un jour, les Allemands ne jetaient pas les ordures, ils habitaient avec. Il dit, ben, écoutez, à partir de ce jour, vous à droite, vous êtes le numéro 1, vous débarrassez les ordures le lundi, l'autre, côté père, vous le faites le mardi. Donc vous vous rendez compte de l'impact de ce que c'est les ordures. Ici, quand on dit Mbebes, toute génération confondue part du principe que ce sont les ordures. Donc, sensibiliser, oui, l'ordure urbaine est totalement différente de l'ordure rurale. Dans les zones rurales, on constate qu'il y a beaucoup de sachets plastiques. Mais sur tout le reste, ça devient des composts pour le champ. Maintenant, en ville, on a beaucoup de difficultés. Et donc, je me suis dit, ce qui serait intéressant, une idée comme ça, Laura, une idée. Pourquoi on ne demanderait pas à Laura, à la place d'acheter tes ordures, on va l'acheter? Oui, UCG va acheter vos ordures. Mais vous vous rendez compte de la ruée? Alors, quelqu'un peut me citer, est-ce qu'à la Gueule-Tapée, que nous saluons, notre zone d'origine de Fan Gueule-Tapée, est-ce qu'à la Médina, chez les Laïens, est-ce qu'à Yoff Diamalai, à Cambérène, est-ce que les ordures vont traîner? Non. Les ordures ne vont pas traîner. À Yimbel même, les ordures ne vont pas traîner. Partout, les ordures ne vont pas traîner parce que chacun serait ravi de récupérer ses ordures et d'en faire une porte de valeur. Ce qui serait intéressant également, ça va permettre de vivre en communauté parce que personne n'accepterait que le voisin vienne devant lui pour balayer et récupérer ses ordures parce que c'est source de richesse. Tant que ça ne devient pas quelque chose qui aboutisse à une richesse, à une valeur, les ordures vont être des éléments qui nous sont habituels, qui nous sont presque personnels. Parce que ce sont nos résidus. Ces résidus-là ne nous dérangent pas trop. Parce qu'on les met dans un coin. Combien on a mis d'habits qu'on ne porte plus? Est-ce que c'est devenu des déchets, des ordures, ou bien quoi? Quel qualificatif? En termes de chaussures, je n'ai rien contre les femmes, au contraire même, mais le nombre de femmes avec leurs chaussures, est-ce que l'économie solidaire ne peut pas venir là-bas également? De temps en temps, que chaque quartier, que chaque village, que les Laura, etc.,
récupèrent certaines chaussures et de faire don. Et de ce fait, on ne donne plus des choses qu'on ne veut plus du tout, mais qui ont une certaine valeur chez un autre. C'est une forme de solidarité. Nous saluons les travaux, surtout le directeur Mastiam, hein, je pense qu'il est également un boy Dakar, n'est-ce pas? Vraiment, un management dynamique, mais aussi l'occasion de saluer un garçon qui s'appelle Madanessi. Je pense que dès qu'on parle c'est comme quand on dit entrepreneur au Sénégal, on passe au bâtiment. Donc dès qu'on parle d'ordure, on passe à Madanessi, qui est originaire de Liberté 4, fils d'un policier radié, mais qui a su rebondir par une résilience à travers les ordures. Et je pense que c'est une occasion de saluer Mastiam, les Madani, etc. Et de revenir sur ECG qui fait un travail fabuleux. Même dans mon village, ils sont présents. Ce qui veut dire que... Mais c'est ça qui est top. Maintenant, à mon avis, c'est d'upgrader les solutions proposées. On parvient à voir qu'ils ont plusieurs projets, les infrastructures à développer, les zones de compostage. Tout cela, c'est bien. Mais dans la pré-collecte, on peut pouvoir, une idée de projet comme ça, comme je dis, on soumet en public, dans le pinch, on débat, on échange, on parvient à voir. C'est la fourniture, l'achat des ordures. Laura, on vient, on achète vos ordures. On le fait chez Massamba, on le fait chez Mademba. Et maintenant, pensez-vous, honnêtement, il y aurait moins d'ordures ou plus d'ordures si on achetait vos ordures? En tout cas, moins dans les rues. Après, peut-être plus dans les maisons. Non, dans les maisons, les gens vont se battre. Ah oui. Vont se battre pour dire non, ça c'est ma part d'ordure. Et donc, du coup, cette forme de solidarité, si on prend un bilan économique, en tout cas une démarche analytique, si je mets 1 milliard de francs CFA, ce qui fait 1000 millions, mais partons du principe que j'ai acheté 1000 tonnes, ou bien 1 million de tonnes d'ordures, mais quelle est la volumétrie des ordures de Dakar, par exemple, si on prend la ville de Pikine? Mais quel effet ça va faire? Parce que le traitement des ordures, ceux qui habitent aux alentours des mosquées, ils savent faire, parce qu'ils se lèvent pour nettoyer les abords de marché, mais ceux qui habitent aux alentours des marchés, mais c'est souvent le drame. Si on prend l'exemple de certains quartiers comme la Gueule-Tapée, les ordures, plus de 20 ans, ont été en face d'une pharmacie. Il n'y a que la rue qui les séparait. Le grand paradoxe. Mais c'est parce que les ordures, c'était les zones de non-droit, mbed du bourle, chacun faisait comme il veut. Mais, achetons les ordures, faisons une phase pilote, faisons-en un projet. UCG peut porter ça, d'autres peuvent porter ça, l'Association des maires du Sénégal, pourquoi pas? Mais d'où vient l'argent? Mais l'argent qu'on doit faire pour la sensibilisation, les t-shirts, les casquettes et les occasionnels set-setal, ce serait totalement annulé par l'achat des ordures. Parce que chacun ferait son propre set-setal, parce qu'au bout, j'aurais au moins, même si on me dit que c'est 100 francs le kilo, mais je suis dans le coin, ça ne va pas trop, je n'ai pas trop d'occasion d'avoir de ressources pécuniaires, mais rien ne m'empêche d'aller gratter un peu à gauche et d'aller dans les points de collecte. Ça pourrait me faire un petit 5 000 francs dans la journée. Ah, 5 000 francs, oui, effectivement. Bon, si c'est 100 francs le kilo, il faut y aller quand même pour, 50 kilos, pour atteindre les 5 000 francs. Hein, ça va très vite. Mais effectivement, c'est vrai que quand on pense à ce type de suggestion, on va toujours se demander quel pourrait être le modèle économique, parce que c'est vrai que si on arrive à réunir autant de déchets, il faudrait aussi pouvoir avoir les fonds pour pouvoir couvrir un peu tous ces kilos et toutes ces tonnes de déchets. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer les choses? Au niveau institutionnel, tout est bien organisé. Les ASC peuvent être impliqués, les groupements d'intérêt économique, les associations des femmes. Nous vivons ensemble, c'est ensemble qu'il peut y avoir la solution. À l'instant T, se dire que voilà, tout le mécanisme serait très difficile, mais ce sera une gestion de projet. De dire voilà ce qu'on va faire, voilà la durée de ce qu'on va faire, voici les moyens qu'il faut faire. Mais en tout cas, les t-shirts, les casquettes, c'est d'abord une ligne de dépenses qui pourrait être reversée autrement pour pouvoir acheter ces ordures. C'est une idée, hein, c'est une idée, Alioune Badara. Bon, moi, je pense qu'Ibou, il a pratiquement pris en charge beaucoup de questions. Bon, peut-être juste me féliciter de cette initiative des supporters dont les supporters ivoiriens ont fait preuve. Je pense que c'est une bonne chose. Hein. Donc, après avoir sali, il faut aussi penser au nettoiement. Et c'est ce qu'ils ont su faire. Algériens. Maintenant, c'est devenu une tendance. J'ai même vu des supporters sénégalais le faire, je crois, au Qatar. Hein? Bon, j'espère qu'ils le feront bien ici. C'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on garde les images pour les montrer. Voilà, aussi. c'est ça également. Mais les premiers à donner ce bel exemple-là, ce sont les Japonais. Mais cela n'est guère surprenant pour qui connaît la mentalité japonaise, leur culture. Voilà, à la limite, c'est même une phobie chez eux. Donc,
La saleté, ça, vous ne verrez pas, voilà, je sais pas moi, un brin traîner dans une rue à Tokyo ou bien dans une autre grande ville japonaise. Comme quoi, avec le sport, on peut véhiculer pas mal de messages positifs. Voilà. C'est ce qu'on a pu voir effectivement dans toutes les discussions qu'on a eues depuis le démarrage de l'émission. Alors, il est 7h17, on va passer à la première partie de la rubrique invité et ce sera juste après ceci. Alors, professeur Diop, vous êtes notre premier invité ce matin. Et Alioune Badara, tu nous disais tout à l'heure que nous aurons l'occasion de reparler de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Voilà, et on parlait tout à l'heure avec la chronique de Ibou de la propreté, de la salubrité. Je pense que c'est ils sont des exemples à offrir aux autres Sénégalais. Quand vous promenez dans les sites, sur les sites en tout cas chers à la communauté layène, vous ne verrez pas là également un brin traîné, tellement c'est bien propre, c'est bien nettoyé, c'est du sable fin, ça donne envie d'être en connexion avec le Seigneur. Et donc c'est juste un prétexte pour donc entrer de plein fouet dans la partie qui est réservée. Alors, la commémoration donc, de la 144e édition, si je ne me trompe pas, donc, de l'appel de Seydina Limamou Laye. Et cette année-ci, le comité scientifique a porté son choix sur l'unité nationale. Alors, comment la renforcer? Pour être fidèle alors avec votre thème, je vais le répéter ici, l'unité socle de la stabilité sociale et politique. Alors, à ce niveau, que fait la communauté laïenne pour promouvoir davantage l'unité nationale, la paix au fil des années? Je pense que même c'est quelque part ce qui fait l'essence même du message de Seydina Limamou Laye, avec déjà ce port plutôt vestimentaire qui vous est si particulier. Ben, je vous remercie infiniment. Permettez-moi, bien sûr, à l'entame de mes propos, de rendre hommage à l'actuel Khalife général des Layènes, Mohamedou Mokhtar, qui dirige de main de maître la communauté, et un éminent grand qui, je n'ose pas venir au plateau RTS sans le saluer, Mamadou Malaye Diop, qui est le président de la commission communication. Et il a beaucoup fait pour vraiment la vulgarisation de l'œuvre de Seydina Limamou Laye. C'est un patrimoine. C'est clair. Et si j'ose parler aujourd'hui de Seydina Imam, c'est parce que nous avons écouté, grandi à côté de Mamadou Malaye, qui nous a inspirés. Parler de Seydina Imam et de la propreté est une chose extraordinaire. La raison est très simple. Vous savez, Seydina Imam est un messager. Et son message est très clair. Et si on revisite un peu le Coran, un messager n'a de mission que de transmettre. Si vous allez à la sourate Maïda, on vous parle au verset 67, au verset 99, du messager qui n'a qu'un message à transmettre. Vous prenez la sourate Yassine que tout le monde connaît, au verset 11, verset 16, verset 17, on lui dit, les prophètes n'ont pour mission que de transmettre. Seydina l'imam est venu transmettre un message. Et dans ce message, il y a d'abord ce qu'on appelle les 5 piliers. La shahada, la ilaha illallah, les 4 points. La ilaha illallah. Il nous dit, priez après, partout, au besoin. Mais pour prier, il faut être propre. Il faut être propre, il faut prier à un endroit propre. Donc, il parlait d'ordure, mais Seydina Imam a enseigné de manière très claire. Et nous l'avons vécu d'ailleurs. Nos grands-mères balayaient de la manière la plus propre, mais avec le kalimatu la ilaha illallah. C'est ça. C'est-à-dire dans la gaieté, dans la joie. Aujourd'hui, si tout le monde se mobilisait dans cette joie, dans cette gaieté, pour rendre propre nos maisons, nos villes, et s'organiser par un mode opératoire, je ne pense pas qu'on pourrait avoir ce genre de problème. C'est-à-dire on pense toujours que ce sont les autres. Mais il faut juste revenir chez nous, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine, cette démarche de propreté a toujours existé. Cette propreté et cette couleur blanche, mais quand on arrive au monde, mais
on nous enveloppe d'une couleur blanche. Quand on retourne, on est enveloppé d'une couleur blanche. Porter le blanc ne vous autorise pas à vous asseoir où vous voulez. Ce n'est pas possible. Parce que dès que vous vous asseyez où vous voulez, qui, comme le caméléon, ne prend pas la couleur de la blancheur, tout de suite ça se voit et il faut l'enlever. Mais c'est une couleur aussi d'union. Qu'ensemble nous formons un peuple avec un but et une foi, devise du Sénégal. Et porter cette couleur renvoie aussi à l'une, son patrimoine, son nom de famille n'existe pas. Mon nom de famille n'existe pas, le nom d'Iboun de famille n'existe pas, le nom n'existe pas. Il n'y a qu'un seul nom qui existe, le nom d'Allah. Pourquoi? Parce que nous sommes des Abdullahi, et c'est ça le message de Sayyidina Imam alayhi salatu wassalam. Comment être un Abdullahi dès qu'on arrive sur terre? Abdullahi ne renvoie qu'à l'esclave d'Allah. Il faut venir Abdullahi, vivre Abdullahi et retourner Abdullahi. Et c'est cette quintessence qu'il nous a amené. Maintenant, tout cela repose sur la paix. Mais comment faire pour avoir la paix? Si rien n'est stable. On parle de stabilité sociale, mais pour parler de stabilité sociale, il faut connaître déjà la société. Mais pour connaître la société, il y a, je le dis toujours, un S ou des S qu'il faut savoir. Un V, un P et un D. Ce que j'appelle désormais les 4 points cardinaux. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Vouloir. On a tellement de vouloir. On veut. Et on a tellement de pouvoir, on peut. Est-ce que pour autant on doit? Le sens du devoir. De la mesure. De la mesure. Et quand on sait et on est sachant, même si on veut et on peut, le devoir nous appelle à retourner au référentiel, les interroger avant de pouvoir agir, et c'est ce qu'on appelle le savoir agir. Et Sayyidina Imam alayhi salatu wassalam nous a préparé à ce savoir agir, en étant en relation, en communion avec la société, avec la République, avec la nation, mais surtout en vivant en un peuple, mais dans ce qu'on appelle le comment vivre ensemble, en mettant en place des règles de la stabilité. Comment aujourd'hui Alioune peut être beaucoup plus riche que moi et que je reste pauvre et je demeure pauvre? La zakat que Sayyidina Imam a prôné règle ce problème. En disant nous sommes 5 ici, voire 6. Si moi je n'ai pas, vous n'avez pas, les autres ont l'obligation, le devoir de faire tout pour que nous puissions avoir pour être en équilibre. Il dit si tu gagnes 100 francs, sur les 100 francs, sors tout de suite la zakat et donne-le. Si tu gagnes mensuellement, sors tout de suite la zakat, donne-le. Que tu sois profession libérale, que tu sois fonctionnaire, que tu sois privé, donne ta zakat, deuxième pilier de l'islam. Réforme. Il fait quoi? Il arrive maintenant au Ramadan. Mais si on s'abstient de dire une mauvaise parole, comment on ne peut pas ne pas asseoir une stabilité? Ramadan, ce n'est pas simplement s'abstenir de manger et de boire. C'est s'abstenir de faire tout et tout de ce qui n'est pas licite. Et il le dit, ne mangez, ne buvez, ne portez que ce qui est licite. Aujourd'hui, les richesses, on sait comment ça se passe. C'est de l'enrichissement illicite. Une partie s'approprie les richesses et essaie de dominer les autres et pour les rendre pauvres. On ne peut pas avoir de stabilité si on ne crée pas encore un partage équitable des richesses. Partage équitable des richesses. Mais qui sont devant? On parle de stabilité politique. Les politiques, aujourd'hui au Sénégal, représentent 1% de la population et sont en ce moment en train de malmener ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont simplement des politiques. Et qu'est-ce qu'on fait de la société? Donc la stabilité politique commence d'abord par ceux qui prétendent aujourd'hui être dans les affaires de la cité, d'apprendre, de comprendre, mais surtout de rendre et de prendre.
Parce que si tu n'apprends pas, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas rendre. Et si tu ne peux pas rendre, tu ne peux pas prendre aucune décision basée, comme je viens de le dire, les 4 points cardinaux, où le devoir l'emporte sur les vouloirs, l'emporte sur les pouvoirs, et tous retour au référentiel qui nous unit, qui nous réunit et qui encadre tout ce qu'on doit faire. Et c'est le sens, encore une fois, du message de Seydina Imam, problème de comportement pour aller vers la stabilité. Ok. Et apprendre demande de l'humilité. Pour bien apprendre, il faut être conscient de son état d'ignorant. Je crois que c'est cette humilité-là qu'il vous a en tout cas qu'il vous a inculqué. Parce que quand on voit le disciple Layen, quand on vous voit en communauté, en communion, on ne peut pas distinguer le riche du pauvre. Et cela, c'est important également. Hein, parce que tout le monde porte voilà, pratiquement le même habillement. Hein. C'est tellement important. Vous asseyez tous par terre. C'est important cela. Mais c'est quand on n'est pas humble, on peut être un bon serviteur pour son peuple. Vous avez l'humilité. Et vous avez dit serviteur. Voilà. Mais un Abdullahi doit servir. C'est ça. Mais on sert qui sont ses semblables. Mais pour servir ses semblables, il faut être au niveau de ses semblables. Mais si on veut être au-dessus de ses semblables, prétendant être le meilleur, on se trompe lourdement. Parce qu'arriverait un jour où le Seigneur, par sa grâce et sa volonté, va vous ramener pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas humble. Et il vous demande d'être humble. Et au-delà des Layènes, le messager qui est Seydina Imam a donné ce message pour l'humanité. La raison est très simple. Je suis hier, par la grâce et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis aujourd'hui l'imam, par la grâce et la volonté d'Allah. Et lorsque Allah prenait cette décision, il n'a demandé l'avis de qui que ce soit. Donc, l'humilité, c'est quelque chose que tout individu, sans exception, doit avoir. Et c'est pourquoi je parle de comportement. Comment se comporter vis-à-vis de Alun, vis-à-vis de Ibou, vis-à-vis de la... Comment se comporter pour l'efficacité relationnelle. Mais si vous vous habillez en blanc, je m'habille en blanc, et ce n'était pas ce blanc, moi, que je porte, c'est le percal. Le percal, c'est uniforme. On ne peut pas savoir qui est riche et qui ne l'est pas dans une assemblée. Parce que étaient venus, lors d'une cérémonie, des personnes avec des boubous extraordinaires. Et on voyait tout de suite la différence entre les uns et les autres. Il enlève ça. Au-delà de l'appel d'Adjibo Daïlaï, vous venez de parler Manadembe, Manataï. Alhamdulillah. L'occasion aussi de saluer la grande communauté laïenne à Loire, la rue 25, le feu comment il s'appelle? Absolument, n'est-ce pas? Les Massayer Diouf, hein? Aussi de rue 37, les Baba Kardem, famille laïenne, tout ça. Et de s'interpeller sur l'organisation. Les 2 jours, comment ça va se passer, le début, et surtout les activités du premier jour, avant d'aller sur les activités du deuxième jour. Mais c'est très simple. Demain, samedi 10, la communauté va se recueillir au mausolée de Seydina Isa Rouwallahi. D'ailleurs, c'est lui qu'on voit en image. Et on pense que c'est lui l'Imamullahi. Je rappelle que l'Imamullahi n'a pas de photo. Et pourtant, il est contemporain de tous les grands marabouts qu'on dit au Sénégal. Parce qu'il est de 1909, il est parti en 1909. Et il a même eu à avoir des problèmes avec la colonisation, les colons, qui l'ont photographié et qui n'ont pas pu l'avoir. Donc Seydina Isa Rouwallahi est son successeur. Il a été exilé 2 fois d'ailleurs. La première fois à Gorée, la deuxième fois à Malika. Voilà, c'est ça. Donc Seydina Isa Rouwallahi est son successeur. Mais c'est son fils aîné, mais plus son successeur. Parce qu'on avait dit, le Mahdi ne viendrait qu'accompagner d'Aïssa. Et c'est là-bas où on va ouvrir, parce que la porte qui amène à l'imam, c'est Seydina Issa. Seydina Issa, c'est le grand marabout d'Afrique. Donc là-bas, on va se recueillir demain. Après, on ira à la grotte l'après-midi. Angor. Où la lumière du Mahdi, avant son apparition physique sur Terre, a séjourné plus de 1000 ans, ce qu'on tire des enseignements
de ceux qui ont eu l'opportunité de rencontrer Seydina Imam. Le dimanche, et c'est extraordinaire, parce que ce dimanche est assez particulier. Parce que c'est un dimanche vers les coups de 10 heures que Seydina Imam avait lancé l'appel. Donc c'est le dimanche qui est le jour même de l'appel. Et ce sera le moment pour nous de réaffirmer notre amana. Amana, ça veut dire nous répondons à l'appel que tu nous as lancé, l'appel de ton Seigneur. Et nous allons entonner l'hymne qu'on appelle le Kalimatu la ilaha illallah. Et c'est extraordinaire, pourquoi? Parce qu'on va dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, les 4 points cardinaux qui nous encadrent. L'après-midi, c'est la cérémonie officielle où on va recevoir toutes les délégations et surtout les autres confréries au niveau du Sénégal qui vont envoyer leurs représentants. Et ce sera l'occasion pour ceux qui vont diriger cette manifestation, en l'occurrence Mohamedou Lamine, le porte-parole, Mam Libas, son frère, qui va faire la cérémonie de Ngor, et Mohamedoul Mokhtar, imam, qui s'occupera du yor-yor du matin pour lancer le message qu'on attend de la communauté des Layènes. Parce que ce message, moi, je ne peux pas le lancer. C'est Inalai qui en est le coordonnateur, ne ratera pas cette occasion, pour parler au Sénégal. Surtout dans ce contexte, on a besoin véritablement, voilà, c'est ça, de ces messages forts de nos grands hommes religieux, de nos hommes de Dieu, pour davantage raffermir les liens qui nous unissent, pour consolider l'unité nationale. On en a bien besoin. Et merci beaucoup pour ces éclairages. On en a encore beaucoup appris donc, de la communauté layène, de ses différentes particularités, de ses facettes si authentiques et qui véritablement nous donnent beaucoup de fierté, nous Sénégalais, quand on part ailleurs et qu'on nous demande des informations sur cette communauté-là. Merci beaucoup, professeur. Restez avec nous. Merci. Et dans la deuxième partie, on reviendra également sur d'autres aspects de cette communauté. Par exemple, l'abolition des noms de famille. Il n'y a pas de nom de famille pratiquement chez vous. Qu'est-ce qui expliquerait en tout cas ce choix-là? Et puis également sur la particularité de cet appel, parce que c'est un appel itinérant, j'ai l'habitude de le dire, parce que sur tout le rivage, on va le dire, de Malika jusqu'à Ngor, vous allez voir donc ces foules-là, habillées en blanc, de Layène, qui vont faire donc les différents sites religieux, parce que vous en avez beaucoup. Donc ça également, c'est une autre particularité de cet appel. Donc tout cela dans la deuxième partie, Inch'Allah. Merci beaucoup. Tout à fait. Et pour pouvoir marquer une petite pause avant cette deuxième partie, on va passer au clip du jour et on va suivre ce que la régie nous propose ce matin. Oui. Merci. Juste après l'obtention de mon bac, j'ai... Merci à la régie pour cette proposition de clip et on va tout de suite passer au bulletin d'information que nous propose également la rédaction. Il est 7h36. Restez avec nous, on vous retrouve dans une dizaine de minutes. Le Sénégal est en relation très particulière. Et surtout moi, qui j'ai mes parents, beaucoup de mes parents, ils sont des Ziguinchor. Donc, je suis venu voir le président Macky Sall, qui est un grand frère aussi, pour échanger avec lui concernant la situation de la sous-région. Bon, le Sénégal aussi, qu'est-ce qui se passe, une chose politique, et parce que vous le savez que la stabilité du Sénégal, c'est très important pour notre sous-région. Et puis, le Sénégal, c'est un pays modèle en démocratie. Et des fois, on dit que 60 ans d'indépendance, 4 chefs d'État, il n'y a aucun chef d'État de transition. Ça, c'est très important. Quand on dit ça en CEDEAO, et les Sénégalais
ils sont fiers. Parce que ce n'est pas comme nos pays qui sont tous des pays républiques de transition et tout ça et machin. Ça, je pense que c'est très important que le Sénégal garde cette tradition. Et la paix du Sénégal, c'est très important pour la Guinée-Bissau, la Gambie et notre sous-région. C'est pour cela que je suis venu voir le président Macky Sall et soutenir le peuple sénégalais que cette situation, ce n'est pas une situation atypique. Nous, en Guinée-Bissau, on a déjà passé ça, où les parlements ont voté l'extension du Parlement pour qu'on puisse faire des élections. Ça, c'est des choses qui sont très normales. Et puis, c'est constitutionnel chez nous. Et c'est une expérience que nous, on a vécue. Donc, au-delà de ça, j'ai beaucoup d'amis au Sénégal. Je suis reçu à l'aéroport par le Premier ministre, avec qui on a changé aussi beaucoup. Moi, je ne suis pas venu ici en tant que médiateur. Je suis là en tant que frère. Mais j'ai beaucoup de frères dans tous les partis d'opposition sénégalais, comme vous le savez, que j'ai vécu ici au Sénégal. Et tout le monde m'en parle. Et puis, il y a beaucoup qui ont manifesté à me voir. Ils vont passer à l'hôtel, échanger avec moi. Il y a beaucoup qui m'appellent. Donc, il n'y a pas de crise. Je suis un frère du Sénégal. La stabilité du Sénégal, ça c'est la stabilité de l'Afrique. Ce n'est pas juste le Sénégal. Et nous sommes fiers de voir comment ça se passe au Sénégal. Et puis au Sénégal, c'est un pays que tout se finit par le dialogue. Je pense que c'est très important que les Sénégalais gardent cet esprit. Diamalaye accueille des milliers de fidèles à chaque événement layen. Pour mettre ses croyants à l'abri du soleil ou de la pluie, une initiative est née. Taral Diamalaye. Comprenez l'embellissement de la cité. Le monde évolue et il se modernise de plus en plus avec les nouvelles technologies. On peut avoir de très belles choses. C'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait que Diamalaye réponde aux exigences de l'heure. Chaque personne qui vient ici pour se recueillir doit se sentir comme chez soi. L'objectif est donc clair, faire de ce lieu un cadre plus accueillant, remplacer les anciennes tentes par d'autres beaucoup plus modernes, de grand format, avec du matériel adapté aux exigences de l'heure. Un tel projet a un coût. Le coût est de 1,250 milliard de francs CFA. Pour la première phase, il y a près de 200 millions déjà dépensés. La commande a quitté la Chine pour le Sénégal. Mais malheureusement, il y a eu un retard à cause de problèmes de fret. C'est pourquoi on n'a pas pu utiliser ces tentes modernes pour la 144e édition de l'appel. Mais Inch'Allah, juste après l'appel, on va démarrer le travail. Une première phase déjà entamée avec la commande d'équipements ultra modernes composés de chapiteaux, chaises, climatiseurs et autres. Pour réaliser ce projet, tous les Layens d'ici et de la diaspora sont interpellés. Le groupement central des Daïra Layens est le maître d'œuvre de ce projet et il compte l'étendre aux autres sites Layens tels que Cambérène et Ngor. Il ne donne pas l'air de son âge. À 109 ans, révolu. Ce menuisier, doyen des délégués de quartier de Dakar, exerce dans ces lieux. La démarche alerte. Mamadou Dité reste toujours au service des citoyens. Ce père de famille n'a jamais fréquenté l'école française. Pour faire son travail, il est aidé par une de ses filles. Toutefois, sa maîtrise du Saint-Coran a été un grand atout pour être nommé à ce poste. C'est grâce au Coran que j'occupe cette fonction de délégué de quartier. Aladji Alassane Ndoye, un grand dignitaire lébou qui a joué un rôle, ainsi que d'autres membres de la communauté lébou à Soumbédioune, l'imam ratib de Dakar. Il m'associait souvent dans la prise des décisions. Au-delà de son statut, il joue également le rôle de régulateur social dans le quartier de Fan Hoc. Il joue effectivement un rôle très important dans le quartier en tant que personne
gérant les questions liées au voisinage. Il joue souvent aussi le rôle de médiateur quand il y a des difficultés entre certaines familles. Et en cas de besoin, vraiment, il fait aussi le tour du quartier dans chaque maison pour voir ce qui se passe dans les familles et s'enquérir de leur situation. Il est très généreux, il aime aider les gens et il est très sociable aussi. Il ne s'est jamais esselé pour prendre sa nourriture. Il partage tout avec nous et se suffit de ce qu'il possède. C'est donc avec sa famille que tout a commencé. Né à Ngaïméré, il a été baptisé par le fondateur du mouridisme lors d'un de ses passages dans cette localité située dans le Cayor, région de Thiès. Il fait du travail un sacerdoce, comme l'indique son illustre guide, Serigne Touba. Je travaille jusqu'à présent sur l'aspect traçage du bois. Je maîtrise parfaitement ce procédé mieux que quiconque. La question que tout le monde lui pose, quel est donc le secret de sa longévité? Il faut savoir limiter ses besoins dans la vie, dans tous les domaines aussi. Par exemple, pour l'alimentation, je mange avec toute la famille. Pas de régime spécial. Il faut semer la concorde dans son entourage, mais aussi accepter la volonté divine. Mémoire vivante du quartier Fan Hoc, il remercie toute la communauté lébou qu'il a accueillie avec beaucoup d'honneur. Aux jeunes, il recommande autant que peut se faire de limiter leurs besoins et avoir un comportement citoyen au quotidien. Le cheval, moyen de déplacement approprié pour se rendre dans les périmètres agricoles situés près de la côte ouest du pays. Et c'est à Betet 2, un des hameaux de Fassboy, où nous nous sommes rendus à la rencontre d'un jeune producteur maraîcher à 150 km de Dakar. Diplômé en géographie, Master 2, option espace et société rurale, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Ahmadouka était d'une lucidité sans équivoque quand il fallait faire ce choix. Tout au début, je ne croyais pas au champ, franchement. Mais après avoir échoué une fois à l'ENA et après encore tenté la douane et ça n'a pas marché, je me suis raccroché et dit pourquoi pas ne pas revenir à la terre et cultiver, faire comme mes prédécesseurs quand même, puisqu'ils s'activent ici depuis belle lurette et ils s'en sortent, pourquoi pas moi. Un retour difficile puisque ce jeune producteur horticole de 34 ans n'avait pas de moyens à la hauteur de ses ambitions. Ici, la maîtrise de l'eau, la salinisation des terres comme le foncier demande une certaine assise financière. Ahmadouka était obligé de contracter un emprunt agricole pour démarrer ses activités de production de pommes de terre. C'est un financement qui dure 6 mois. Oui, c'est un financement d'accompagnement. On te donne et au bout de 6 mois, tu rembourses. Le financement au départ, ce n'était pas beaucoup, c'était aux 500 000. Puisque c'était un débutant, il n'avait pas une vraie confiance en moi parce que je venais simplement de débuter. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs pour les emprunts agricoles et autres choses. Par souci de prudence, ils m'ont octroyé 500 000. Mais ces 500 000-là m'ont sauvé en quelque sorte. Aussi, j'ai pu démarrer, faire des cultures sur un même espace, faire de la carotte et mettre du navet là-dedans. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Mais après, au bout de 1 mois, 20 jours, 2 mois, tu fais la première récolte et il reste la carotte. Au bout de 3 mois, après tu récoltes, sur un même espace, tu récoltes 2 fois. Après chaque campagne, Ahmadouka remet à jour ses vieilles habitudes intellectuelles et certifie ses comptes. Au bout de 12 mois, je prends mon cahier de gestion et je fais le calcul là, les dépenses et tout ce qu'il y a à faire. Et ça tourne autour de 15 voire 20 millions actuellement. Ahmadouka pratique l'élevage au-delà de l'agriculture, une passion que porte cet ancien pensionnaire de l'UGB. À BT2, ils sont nombreux à s'adonner à l'agriculture. Dans ce champ de carottes, Ahmadouka s'y active avec les moyens de bord, une vieille motopompe et une méthode d'arrosage pas du tout facile à manœuvrer. Mais l'essentiel est de veiller sur sa production qu'il va bientôt mettre sur le marché. Merci à la rédaction pour ce bulletin d'information. Il est 7h47 et on va tout de suite passer à la deuxième partie de la rubrique invité. Et ce sera juste après ceci.
Et notre deuxième invité, c'est un Abdoulaye, justement, qui vient nous présenter son ouvrage. Voilà, un bas de surcroît, mais n'ayez crainte, le petit déjeuner sera assuré après. Ce n'est pas pour vous, c'est pour notre neveu. Voilà. Donc, notre invité, donc, Abdoulaye Ba, qui est là pour nous présenter donc, son ouvrage, Le couloir de la mort, de la réussite. Autrement, le couloir donc, de... Quand je parle de couloir de la mort, dans mon subconscient, il y a ces séries américaines-là. Voilà, ça n'a rien à voir. Vous avez une très longue vie, une santé de fer. Alors, donc, Abdoulaye, vous êtes là pour nous parler de ce livre, donc, Le couloir de la réussite. Donc, c'est un appel, une invite donc, pour tout jeune à se développer, à se cultiver, donc, à avoir une certaine estime de soi, une confiance en soi, parce que c'est important, c'est fondamental pour pouvoir bien réussir dans la vie. Et vous êtes un bel exemple, parce qu'au tout début, dans vos études au primaire, vous étiez d'une timidité vraiment maladive. Vous avez du mal après à donner le meilleur de vous-même, alors que vous en aviez le potentiel. Exactement. Exactement. Ce livre, c'était ça l'objectif. Parce que des années derrière, j'étais d'une timidité mortelle, je peux dire. Mortelle, vous y allez très fort, là. Exactement. Et je n'avais même pas l'audace de regarder une personne en face et lui adresser ne serait-ce qu'un simple bonjour. Et cela me retardait dans beaucoup de choses. Bien sûr. Après, j'ai eu à rencontrer des professeurs au CM Abdoulaye Matiron Diop, Madame Bokoum, Madame Mbaye, Madame Badiane et tant d'autres qui m'ont accompagné, qui m'ont mis sur un chemin que j'ai parcouru et qui m'a aidé à vaincre cette timidité jusqu'à devenir l'année dernière le président du collectif des gouvernements scolaires de toute la région de Dakar. Et après cela, des personnes qui m'ont connu des années derrière... N'en revenez pas. Exactement. Ils m'ont conseillé de rédiger ce livre pour inviter, pour montrer aux jeunes de ma génération, aux jeunes qui sont timides, qu'il est effectivement possible de vaincre la timidité et de gagner en assurance. Donc vous êtes passé de hyper timide à hyper sûr de soi. Bon, si on peut le dire si on peut utiliser ce terme. Quoi. Exact, si on peut le dire comme ça. Parce que c'est ça l'objectif en fait. C'est d'inspirer et de partager. C'est-à-dire inspirer à ces jeunes, leur montrer que c'est possible et aussi partager le chemin parcouru, expliquer comment j'ai fait. Parce qu'il ne suffit pas juste de dire que c'est possible sans pour autant montrer comment j'ai fait. Je l'ai expliqué dans le livre en montrant toutes les phases, tout le parcours que j'ai eu à suivre pour vaincre cette timidité. Et je l'ai expliqué dans la première partie qui est une sorte d'autobiographie au niveau de la première partie. Bien sûr. Mais dans la seconde partie, j'ai aussi parlé d'un autre élément très intéressant pour... réussir dans la vie, qui est l'autodiscipline. Et tout à l'heure, en écoutant le coach, M. Diop, en l'écoutant tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'on avait raison sur l'autodiscipline, parce que tout ce qu'il a expliqué sur la culture laïenne, en quelque sorte, cela se trouve dans le livre. Surtout sur la deuxième partie du livre, l'autodiscipline, savoir comment s'exprimer, comment s'habiller, comment vivre en société. Comment vivre en société. Tout est expliqué dans ce livre. Et pour le moment, ceux qui ont eu à le parcourir, les professeurs, les élèves, ils ont fait des retours par rapport à ça. Certains ont conseillé sur d'autres choses à rajouter, d'autres choses à parfaire. Et vraiment, c'est ça l'objectif en fait. Alors, beaucoup de jeunes également ont du mal à sortir le meilleur d'eux-mêmes parce que tout simplement, ils sont tenaillés par cette peur de l'échec. Alors que l'échec, en vérité, c'est juste une épreuve de plus dans votre parcours. Ça vous permet de surmonter les épreuves, d'avoir un mental beaucoup plus fort, un mental d'acier, et voilà, d'aller de l'avant. Mais l'échec ne doit pas vous freiner. Tout à fait. C'est ce sentiment-là qui habite pas mal de jeunes aussi. Tout à fait. Cette peur de l'échec. Et c'est exactement ce même sentiment qui m'animait. C'est d'ailleurs l'une des raisons que j'ai expliquées là-bas. La peur de l'échec, cela me freinait beaucoup. Tant qu'on ne tente pas, on n'échoue pas. Exactement. Cela me freinait beaucoup. Mais après, au fur et à mesure que j'avançais avec ces professeurs, j'ai compris qu'avoir peur d'échouer et ce frein qui m'empêchait de m'exprimer, de me montrer, de quoi je suis capable. Et au fil du temps, j'ai pu
j'ai pu vaincre cette peur et gagner en assurance, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup de privilèges et qui m'ont poussé à avoir l'audace d'abord d'écrire ce livre. Parce que dès que j'ai fini, dès que j'ai fait l'annonce, pas mal de gens m'ont dit « Attends, mais comment tu as fait pour écrire ce livre juste après le bac ?» Et je me dis toujours que l'âge ne doit pas être un frein sur ce que nous voulons faire. Et c'est pourquoi je dis l'objectif du livre, c'est d'inspirer et partager. Parce que dès que j'ai commencé à lutter contre la timidité, je me suis lancé dans une grande série de lectures. J'ai eu à lire beaucoup et cela m'a permis d'avoir peu de connaissances que j'ai voulu partager dans ce livre. Donc, c'était de montrer à ces jeunes que c'est possible. Parce que je ne vous le cache pas, depuis que j'ai écrit le livre, il y a pas mal de jeunes de ma génération, de mes contacts, qui m'ont sollicité pour me demander comment faire pour rédiger leur livre. Ils étaient en train d'essayer d'écrire, de faire des textes. Il y en a même une qui m'a annoncé dernièrement qu'elle a fini son recueil de poèmes. Et je me dis que l'un des objectifs est en train d'être atteint. Vous les avez bien inspirés. Exactement. Montrer aux jeunes que c'est possible, que nous pouvons le faire nous-mêmes, que nous pouvons essayer, que nous pouvons nous y tenter et que cela peut nous ouvrir pas mal de portes. En tant que coach aussi, comme il vous a qualifié, hein, je sais qu'à vos heures perdues, vous aidez certains également à surmonter cette peur-là de faire face à l'autre. Professeur, que vous inspire le parcours, hein, ce parcours précoce quand même, hein, c'est encore précoce parce qu'il vient juste de souffler sa 19e bougie. Donc notre invité, Ba Mamadou. Le chiffre 19, la Fatihatul Kitab renvoie à 19 et il est aujourd'hui à 19. Donc il n'est qu'au début de son commencement. Et quand je l'écoute, je dis, c'est des jeunes comme cela qu'on doit montrer comme modèle à tous les jeunes du Sénégal, d'Afrique et du monde. C'est ça. Parce que prendre une initiative en dépassant la peur, parce que la peur, c'est faire un pas vers l'inconnu, vers la transformation. Et jouer sur cette transition pour arriver aujourd'hui à produire un chef-d'œuvre, je pense que c'est un modèle qui permet de faire comprendre aux jeunes que tout est possible. L'instabilité dont on parlait tout à l'heure, mais c'est parce que les jeunes sont en chômage, n'ont pas d'emploi. Donc, le couloir de la réussite, de la réussite. Lui qui l'écrit, on se donne rendez-vous. Souhaitons Dieu nous donne longue vie, parce qu'il est sur le chemin. Il est dans le couloir. Exactement. Et il faut que tous les jeunes, je ne dis même pas de son âge, mais tous les jeunes puissent se mettre dans le couloir. Maintenant, dans ce couloir, il faut savoir se battre. Mais pour se battre, il faut se préparer. Il faut être très résilient. J'aime bien cette notion de résilience. Et c'est du développement personnel continu. Parce que l'estime de soi, la confiance en soi, la compétence en soi et surtout l'image de soi permet à toute personne de passer de la personne qu'elle est, de sa personnalité pour incarner un personnage, c'est-à-dire l'acteur dans une société. Et il est sur la voie parce que ce sont les acteurs qui jouent. Ce n'est ni la personne, ni la personnalité, mais l'acteur en tant que personnage. Je le félicite, je le remercie et j'aurai peut-être l'opportunité de le rencontrer parce que sur mon parcours, je dis, j'en ai formaté beaucoup de jeunes et qui sont aujourd'hui devenus de très grandes autorités dans ce pays. Alors, donc, vous avez intérêt après à prendre son contact voilà, et profiter de cette invitation officielle solennellement lancée sur Kenkeliba. Mais il ne faudrait pas confondre l'arrogance, la confiance en soi et l'arrogance aussi. C'est important. On en parle de plus en plus, la confiance en soi, voilà, le leadership, mais il ne faut pas le confondre également avec l'arrogance. Exactement. C'est surtout à ne pas confondre. C'est également mentionné dans la première partie. Surtout lors de ce fameux meeting, exactement. Où tout de go, vous êtes venu dire devant toute l'assistance, je suis le meilleur candidat. Votez pour moi, les autres sont nuls. Ça, c'était l'erreur à ne pas faire. Et ça vous a suivi. Exactement, ça m'a beaucoup appris même également. Voilà. Parce que dès que j'ai commencé à vaincre cette timidité, après j'ai commencé à développer une certaine arrogance. Et après, ça fait... J'aime votre humilité, c'est bien. Après, c'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire qu'en me lançant dans la rédaction de
cette œuvre. Je n'ai été animé par aucune prétention. J'ai juste été motivé par une grande ambition, c'est de partager avec mes congénères la petite expérience que j'ai pour le moment, pour qu'ils puissent en inspirer et vaincre leur timidité. Alors, dernier conseil à vos pères jeunes, le tout dernier conseil? Le dernier conseil, je dirais, c'est celui du dernier point du livre, le travail, comme l'a mentionné M. Diop, parce que je l'ai mentionné, le travail, c'est la seule clé de la réussite. Maître Abdoulaye Wade le disait, il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Encore travailler. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et par rapport au livre, peut-être on aura le temps d'expliquer comment l'obtenir. Bon, allez-y, rapidement. Voilà, par rapport au livre, pour l'avoir, pour le moment, on est en train de faire des démarches au niveau des librairies pour qu'il soit disponible. Et pour le moment, il est disponible sur les contacts que je vais citer. Le 78 154 11 83, le 77 207 03 74. Je me porte garant par rapport au service commercial. On est là pour vous accompagner. Parce que vous êtes un jeune, hein, un exemple à tous les autres. Alors, professeur, juste sur l'abolition des noms chez la communauté Layène, quel est en fait le message que l'on peut voir dans ce geste de haute portée quand on connaît un peu le fonctionnement de notre société en guise de conclusion? En une petite minute. Voilà. Oui, en fait, c'est pour casser les barrières. Surtout les barrières sociales, pour aller à la stabilité sociale. Et pour créer ce qu'on appelle, au-delà d'un leadership individuel, parce que vous l'avez dit, un leadership collectif. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour demander à notre pays, qui est un pays de grands hommes, un grand pays, l'image qu'on est en train de donner à ce pays ne mérite pas cette image. Nous devons taire nos tensions, nous devons taire nos confrontations, et nous réunir et nous unir à l'essentiel et dans un seul parti. Ce parti s'appelle le Sénégal Sunugal. Et je profite de cette occasion pour demander à la RTS de contribuer à cela. Parce que chacun de nous a un devoir. Ce devoir, c'est quoi? C'est de faire tout pour que notre pays ne rentre pas dans une situation chaotique. Et Sénat Imam alayhi salatu wassalam, par le comportement qu'il nous enseigne, qu'il nous montre, parce qu'il a dit « Regardez-moi, suivez-moi ». Si on le regarde et on le suit, l'unité sera garant de la stabilité sociale et de la stabilité politique, parce qu'à chaque chef d'État, on demandera de rendre compte. Et à chaque juge, on demandera de rendre compte. À chaque berger, on demandera de rendre compte. Et dans la Fatuel Kitab, Dieu est clair. Nous attestons qu'il est le Maliki Yaoumiddin. Mais nous lui disons une chose très simple. Le rendez-vous est proche. Chaque seconde respirée nous rapproche du rendez-vous. Qu'avons-nous fait de cette seconde? Merci beaucoup. Merci pour cette belle conclusion. Et excellente commémoration. Merci de l'appel. Alors, nous vous souhaitons le meilleur. Merci. Et j'espère que vous serez bientôt sur ce plateau à nouveau pour nous décrypter un autre livre. Inch'Allah. Voilà. Que Dieu vous garde. Amen. Merci encore une fois. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, professeur Diop. Merci. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Rien de plus simple avec Lonas.bet.
محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى